D'accord. Est-ce qu'on peut commencer? Merci. Merci. On commence, s'il vous plaît? Oui, madame. D'accord. Bon, là, vous n'êtes pas nombreux. Ça promet. Alors, donc la fois passée, je me suis arrêtée au niveau de cette diapositive. Donc, j'avais parlé du modèle actuel qui a été retenu, en fait, par rapport à la présence d'une hétérogénéité au niveau des membranes cellulaires. Il y a une hétérogénéité latérale. Donc, elle a poussé cette hétérogénéité ou l'existence de cette hétérogénéité. Madame, Ah, pardon. oui. Pas de diapo. Ah, d'accord. On voit pas de diapo. D'accord. Je vais voir. Alors. Et là, vous voyez, dans les membranes cellulaires, ce qui les a emmenés ou conduits à réfléchir à un autre modèle ou à repenser le modèle original de la mosaïque fluide. Alors actuellement, on sait que les membranes plasmiques, elles contiennent ce qu'on appelle des microdomaines. Ces microdomaines qui ont une composition particulière, c'est ce qu'on appelle les radios lipidiques ou carrément les cavéoles. Donc, vous avez deux types de microdomaines. Vous avez les radiolipidiques et les cavéoles. Et au niveau de ces au niveau de ces radiolipidiques, vous remarquez qu'il y a, en fait, au niveau de la diapo, de cette diapo, vous remarquez qu'il y a des domaines qui sont désordonnés et des domaines qui sont ordonnés. Donc là, ils sont désordonnés. Là, vous avez des domaines ordonnés et là, ils sont désordonnés. Donc, c'est des domaines désordonnés et ordonnés qui sont séparés. Donc, je reviens à la définition des radiolipidiques. Alors, les radiolipidiques, c'est quoi? Les radiolipidiques, ils sont également dénommés lipides raft. Lipides raft, c'est en anglais. Alors, ce sont des microdomaines qui sont riches en cholestérol. Vous le voyez ici en jaune ou c'est de l'orange. Je ne sais pas comment vous arrivez à le voir au niveau de votre diaporama. C'est enrichi également en sphingolipides, comme par exemple la sphingomyéline. On retrouve également des glycosphingolipides, des glycosphingolipides comme le ganglioside GM1. On retrouve également certaines protéines spécifiques et des protéines à encre GPI. D'accord? Vous avez des protéines à encre GPI, donc GPI Anchored Protein. Là, c'est des lectines. Alors, les lectines, ce sont des molécules d'origine végétale qui reconnaissent les sucres. D'ailleurs, de cette manière-là, on peut reconnaître si une protéine est glycosylée ou non glycosylée. Donc maintenant, par rapport au rôle de ces radiolipidiques. Donc ces radiolipidiques, ils seraient impliqués dans plusieurs processus cellulaires, comme par exemple le trafic membranaire, la morphogénèse cellulaire et la transduction des signaux. D'accord? La transduction des signaux, ce sera le cours d'aujourd'hui, ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors, les cavéolés, c'est une sous-catégorie particulière de microdomaines. Et ces microdomaines-là, ils sont associés à une protéine particulière qu'on appelle la cavéoline. Alors, la cavéoline, on la reverra également quand on fera le trafic vésiculaire. La cavéoline, c'est une protéine liée au cholestérol et à la sphingomyéline. Donc, comment on définit ces cavéolés? Ce sont
désinvagination de la membrane, c'est-à-dire il y a une déformation au niveau de la membrane, c'est ce qu'on appelle une invagination de la membrane plasmique, et qu'on arrive à observer par microscopie électronique. En plus d'une composition qui est riche en cholestérol et en sphingolipides, elle contient cette protéine-là qu'on appelle la cavéoline. En général, on retrouve la cavéoline de type 1. Et cette cavéoline de type 1, elle serait impliquée dans la formation de ces structures-là ou de ces microdomaines à partir des radios lipidiques. Et ces cavéoles, on les retrouve dans la plupart des types cellulaires. Voilà pour ce qui est de ce cours. Est-ce qu'il y a des questions? Pardon, madame, j'ai une question. Oui, Madame, allez-y. le raft lipidique, c'est le même L0 qu'on a étudié. Non, L0, c'est ce qu'on avait vu, ça. Attendez, bon, je sais, c'est encore plus loin. Alors, on avait parlé des phases liquides désordonnées, LD ou liquides ordonnées. Non, au niveau de ces microdomaines, on retrouve ces deux phases-là. C'est-à-dire que vous avez des domaines désordonnés et ordonnés. Mais les radeaux ou les rafts, c'est cette structure membranaire. D'accord? C'est toute cette structure qui est représentée à ce niveau-là. D'accord? C'est ça qu'on appelle un radeau. Regardez, vous avez une accolade lipide raft. Donc, c'est cette composition qu'on appelle radeau lipidique. D'accord? Est-ce que j'ai répondu à votre question? Donc là où on trouve les domaines ordonnés et désordonnés, les deux. Les structures, surtout, c'est la présence de sphingolipides, de protéines reliées à la membrane par GPI et la richesse en cholestérol. Donc, c'est toutes ces structures-là qu'on appelle microdomaines. Ce n'est pas uniquement le fait d'être ordonné ou désordonné. D'accord? Est-ce que c'est clair? Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question ou pas. Alors, je vous en prie. Alors, ce que je voulais rajouter au niveau de cette diapo, alors, vous avez l'information qui est représentée, qui est écrite en haut du schéma. La bicouche lipidique est hétérogène. D'accord? Vous avez des domaines désordonnés et ordonnés qui sont séparés. Alors, ces domaines-là compacts, ils sont résistants aux détergents. C'est-à-dire que c'est très difficile de récupérer les protéines qui sont présentes au niveau de ces domaines-là. Pourquoi? Parce qu'ils sont résistants aux détergents. On les appelle les DRM. Pourquoi? Parce que au niveau de ces domaines-là, on retrouve surtout des acides gras saturés et du cholestérol. En fait, ce que je voulais dire aussi, c'est que la fois passée, j'avais parlé d'utilisation des détergents pour la solubilisation des protéines membranaires. Ce qu'il faut retenir également, c'est que actuellement, on n'est pas arrivé à récupérer ou à solubiliser toutes les protéines membranaires. Hein. Quand on dit solubilisation des protéines membranaires, c'est pas comme les protéines solubles. C'est pas évident de purifier des protéines membranaires. D'accord? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je peux rajouter autre... Oui, allez-y. Oui. Vous pouvez répéter brièvement, j'ai pas bien compris. Alors, je répète. Alors, oui, donc, je vous en prie. Donc, je disais que les radios lipidiques, déjà, il faut retenir la définition et il faut retenir que actuellement, on ne parle plus de modèle classique, le modèle ancien de mosaïque fluide, où on pensait que la membrane était homogène, c'est-à-dire que l'épaisseur de toute la membrane est pareille, elle est identique. Non, elle n'est pas identique, elle est hétérogène, d'accord? Ça, c'est d'une part. D'autre part, la dernière fois, j'avais parlé de phase désordonnée et de phase ordonnée. Au niveau de la membrane, quand on passe d'une température à une autre, nous n'avons pas une membrane qui est en fait ordonnée
et une membrane. Dans une autre situation, on aurait une membrane désordonnée. Non, ce n'est pas le cas. C'est qu'au niveau de la membrane, nous avons des endroits qui sont désordonnés et nous avons des endroits qui sont ordonnés. Alors maintenant, pourquoi il a été le modèle classique, l'ancien modèle, il a été repensé, c'est-à-dire pourquoi on est passé à autre chose, c'est parce que on a constaté qu'au niveau de la membrane, nous avons des endroits, ce qu'on appelle des microdomaines, qui ont une certaine composition, une composition particulière. Ces domaines-là, on les appelle les rafts ou les radolipidiques. Alors, c'est des microdomaines qui sont, comme c'est indiqué sur la diapo, c'est des microdomaines qui sont maintenus par des chaînes longues et saturées de lipides, comme les sphingolipides. Donc, la première chose, par rapport à la composition, vous remarquez que ces microdomaines-là sont riches en sphingolipides. On retrouve également au niveau de ces domaines, on retrouve du cholestérol. Donc, c'est des changements de phase dans la bicouche lipidique qui sont enrichis en sphingolipides et cholestérol. Alors, la membrane, au niveau de ces zones, elle est épaisse, elle est plus épaisse par rapport aux autres parties de la membrane. Cette épaisseur, elle est due à la présence de chaînes qui sont très longues, comme vous le constatez ici. D'accord? Alors, on retrouve également au niveau de ces régions, au niveau de ces microdomaines, des glycosphingolipides comme le ganglioside GM1. On retrouve ce qui spécifie également ces microdomaines, c'est la présence de protéines qui sont ancrées par GPI. GPI, je rappelle, c'est quoi? C'est les glycosides phosphatidylinositol. On avait parlé la dernière fois des différentes manières qui relient les protéines à la membrane. On avait parlé de l'encre GPI, on avait parlé de la méristoylation, on avait parlé également de la palmitoylation. C'est-à-dire qu'il y a certaines protéines membranaires, en fait, qui ne sont pas transmembranaires, mais qui sont reliées à la membrane par l'intermédiaire de lipides. Autre point, c'est par rapport à la difficulté de récupérer les protéines qui sont présentes au niveau de ces microdomaines. On parle de domaines compacts résistants aux détergents. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Ça va ou je reprends? Mademoiselle, ça va? Alors, est-ce que je passe? Là, on parle de tout le raft qui est résistant au détergent, bien un domaine dans le... On est en train de parler des radolipidiques, des rafts. D'accord? Ce sont ces rafts-là, les protéines qui sont présentes au niveau de ces domaines-là, de ces microdomaines, qui sont résistantes aux détergents. D'accord? Il y a certaines régions qui sont présentes au niveau de la membrane, qui sont ces radolipidiques. Ces radolipidiques, ce sont des domaines qui sont résistants aux détergents. D'accord? Est-ce que c'est clair? Donc, je rajoute... Non, madame, le domaine de phase ordonnée qui est un domaine compact et un autre riche en cholestérol et des acides gras saturés. C'est ça, madame? Non, ces domaines-là, dans ces domaines, les radolipidiques ou les rafts, c'est des domaines qui sont riches en acides gras saturés et du cholestérol. Donc, la composition, elle est plus... en fait, on n'est pas arrivé à trouver un schéma qui vous montre toutes ces informations. Il y a des petits schémas dans lesquels vous avez plusieurs informations. Donc là, on a regroupé ces informations de cette manière-là. Donc, en vous montrant plusieurs schémas. Donc, ce sont ces lipides rafts ou ces radolipidiques où on retrouve beaucoup d'acides gras saturés et du cholestérol. D'accord, donc c'est là. D'accord? Mais de part et d'autre, là, par exemple,
à ce niveau-là, vous avez des acides gras polyinsaturés. D'accord? D'accord, madame. Donc, les lipides de la région, les lipides de Raft, c'est ça. Oui, les rados. Les rados, je Les parle radeaux des... rado Oui, madame. qui est un microdomaine qui a une certaine composition particulière. D'accord? Et là, en fait, rappelez-vous la fois passée quand on avait parlé des différents facteurs qui modulent la transition de conformation. On avait dit que les membranes qui sont riches en acides gras insaturés, et ben, ces membranes-là, elles auront tendance à être plus fluides qu'une membrane qui est moins riche en acides gras insaturés. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'au niveau de cette région-là, on parle de richesse en acides gras polyinsaturés, tandis que les domaines qui sont là, cette partie de la membrane, vous remarquez qu'il y a en fait des chaînes hydrocarbonées qui sont rigides, qui sont allongées. Ça sous-entend qu'il y a plutôt c'est une partie de la membrane qui est compacte, comparée à celle-ci qui est en bleu. D'accord? Alors, je rajoute autre chose en ce qui concerne le rôle de ces rafts. Donc, ces rafts-là, ils jouent un rôle dans l'endocytose. Ils jouent également un rôle dans l'internalisation de certaines protéines qui sont associées au radeau lipidique. Il joue un rôle également dans la transduction des signaux ça sera le cours d'aujourd'hui. Donc, si c'est clair, je passe au cours d'aujourd'hui. Alors, est-ce que vous arrivez à voir le diaporama ou pas? Alors, s'il vous plaît. Oui, madame, on voit le diaporama. D'accord. Alors, est-ce que le TD, ça va? Tout le monde a fait le TD, j'espère. Donc, là, la dernière fois, j'ai envoyé à la déléguée, avant d'entamer le cours, j'ai envoyé un email en ce qui concerne les groupes que vous allez former et le travail personnel qui va être fait par ces sous-groupes-là. Donc, s'il vous plaît, vous envoyez la liste des sous-groupes à vos assistants de TD, vos enseignants de TD, et vous les envoyez également à moi. Le travail que vous allez remettre, il sera remis aux assistants, aux enseignants de TD, et vous me l'envoyez également à moi. Voilà, c'était juste l'information que je voulais rajouter. Alors, on va passer à un autre chapitre. Oui. Madame, s'il vous plaît, vous pouvez expliquer ce qui concerne le travail de poster? Oui, c'est-à-dire comment vous allez le faire? Oui, à propos de ça. Ça sera, on a envoyé le thème, ça sera sur le métabolisme des lipides. Métabolisme des lipides, bon, j'ai envoyé la question, j'espère que vous l'avez reçue. Ça sera, je ne sais pas si vous connaissez ce que ça veut dire un poster. Un poster, c'est par exemple, c'est comme, c'est un PowerPoint où vous allez regrouper toutes les informations concernant la biosynthèse ou le métabolisme des lipides. C'est-à-dire que vous allez mettre, par exemple, je vais prendre l'exemple des glycérophospholipides. Donc, vous allez me mettre sous forme de flèches. On va dire, par exemple, la phosphatidyle dans les glycérophospholipides. Vous avez, par exemple, la phosphatidylcholine. Je vais mettre dans ce diaporama l'origine de cette phosphatidylcholine, d'où elle provient. Donc là, j'ai toute la classe des glycérophospholipides. Dans la classe des glycérophospholipides, vous avez de la PC, vous avez de la PS, vous avez de la phosphatidyléthanolamine. Donc, avec des flèches, je vais mettre l'origine, comment elles sont synthétisées, toutes ces molécules-là, d'où elles viennent. D'accord? Pareil pour l'autre classe de phospholipides. Et après, vous me parlerez également du catabolisme, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils vont devenir, ces phospholipides-là, au niveau de la membrane. Donc là, on parle de phospholipides
ou de lipides membranaires, pas les lipides que l'on retrouve au niveau cytosolique ou ailleurs, hein, d'accord? Les lipides membranaires, surtout la membrane plasmique. Est-ce que c'est clair ou pas? Non, là, vous m'excusez parce que je suis encombrée. Alors, est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair, merci. Bon, même si vous n'avez pas, vous demanderez, vous poserez également la question à vos enseignants de TD, d'accord? Avec le TD, ils pourront vous expliquer. Voilà, donc là, je vais commencer le cours d'aujourd'hui. Alors, ce que je voulais rajouter également, vous essayez de revoir vos cours, comme à partir de la semaine prochaine, il y aura du présentiel. Donc, c'est l'occasion de poser vos questions et de reprendre peut-être certains points qui ne sont pas clairs. D'accord? Donc, essayez de travailler vos cours avant le présentiel. Comme ça, on pourra faire le point sur tout ce qui n'est pas clair, tout ce qui n'est pas bien compris durant les séances à distance. Voilà. Et puis, on va également poursuivre nos cours. Donc là, on va parler aujourd'hui des bases de la communication cellulaire, c'est-à-dire la signalisation cellulaire. Comment est-ce que les cellules, elles communiquent entre elles? Alors, tout d'abord, ce qu'il faut savoir, donc dans un premier temps, nous allons donner quelques définitions, quelques principes généraux de la communication cellulaire. C'est-à-dire pourquoi on parle de communication, pourquoi on s'intéresse à ce chapitre-là. En fait, les cellules, elles communiquent entre elles dans un but particulier. C'est-à-dire que la communication, elle ne se fait pas juste pour se faire. Il y a quelque chose, il y a un objectif derrière cette communication. Donc, vous avez donc la prolifération, c'est-à-dire que les cellules, elles doivent communiquer entre elles afin de pouvoir proliférer, afin de pouvoir se différencier. La migration également, et afin de conserver un état fonctionnel. D'accord? Je reprends. On va dire que la différenciation, la division et l'organisation des cellules en tissu. Madame, Oui. la diapo est toujours sur les radolipidiques. Ah là là. Elle est toujours sur les radolipidiques. D'accord. Excusez-moi. Oui, merci madame. Je vous en prie. Oh là là. Alors, donc, je disais, donc voilà ce qui est écrit sur le diaporama. Je disais que les cellules, donc là, dans un premier temps, je vais donner quelques principes généraux de la communication cellulaire, c'est-à-dire pourquoi est-ce que les cellules, elles communiquent entre elles ou quel est l'objectif de cette communication. Donc, les cellules, elles communiquent entre elles pour pouvoir proliférer, pour pouvoir se différencier, assurer une certaine migration et également conserver un état fonctionnel. D'accord? Je récapitule ou je redis les choses autrement. La différenciation, la division et l'organisation en tissu, tous ces phénomènes-là sont contrôlés par les interactions des cellules entre elles, ou ce qu'on appelle la signalisation cellulaire. Donc, c'est des interactions des cellules entre elles et également avec leur environnement. D'accord? Donc, il y a une communication des cellules entre elles et une communication avec leur environnement. Alors, il y a donc pas mal de cellules qui sont capables de capter et d'intégrer et également de traduire ce qu'elles captent et ce qu'elles intègrent, de le traduire ou de le décoder,
c'est un décodage des signaux externes, comme par exemple la lumière, les odeurs, pour pouvoir transmettre l'information au système nerveux central. Alors, toutes les cellules, elles sont capables de communiquer entre elles. Alors, dans certains cas, l'interaction entre les cellules se fait directement par l'intermédiaire, ce que nous allons voir par la suite, par l'intermédiaire de jonctions GAP qui permet le passage de molécules d'une cellule à une autre. D'accord? Donc ça, c'est une petite introduction. Alors, vous avez différents types de signaux chimiques qui sont impliqués. C'est-à-dire que la cellule, elle sera capable de capter différents types de signaux chimiques. Alors, ces signaux chimiques ou ces molécules signalent, ou le premier messager, on parlera de premier messager, ce sont soit des molécules hydrosolubles, comme par exemple les peptides, ils peuvent être soit des peptides, des protéines, etc. On va voir toute la liste par la suite. Ou carrément des molécules hydrophobes. Donc, par définition, donc la fois passée, on avait parlé de molécules polaires, molécules apolaires ou hydrophobes et hydrophiles. Alors, les molécules hydrosolubles, par définition, elles ne peuvent pas traverser la membrane. Donc, elles vont rester à l'extérieur. Et on va voir comment est-ce que ces molécules signalent, ou les molécules de ce type-là, elles sont capables d'être reconnues par la cellule et comment la cellule va les décoder. Et vous avez également d'autres signaux chimiques qui sont des molécules hydrophobes, comme par exemple les stéroïdes. On peut également avoir comme signal chimique qui est impliqué dans cette communication les radicaux libres. Pardon. Donc voilà pour ce qui est des différents types de signaux chimiques qui sont impliqués dans cette communication cellulaire. Alors, là, cette diapo, elle vous montre les différents types de communication. C'est-à-dire que les cellules, elles peuvent communiquer entre elles de différentes manières. Alors, vous avez A, vous avez B, vous avez C, vous avez D. Alors, chaque si vous voulez, chaque type, il est expliqué juste au niveau de la diapo. Alors, pour ce qui est du premier cas, c'est une signalisation contact dépendante. C'est-à-dire que les cellules, elles peuvent communiquer entre elles par la mise en place de ce qu'on appelle des contacts directs via un développement de jonctions intercellulaires qui sont des jonctions communicantes de type GAP. D'accord? Donc, c'est une signalisation contact dépendante. Donc, les membranes, elles doivent être en contact direct, d'accord, comme vous le voyez ici. Alors, ce contact direct, il peut se faire… Quel contact direct? Regardez. Ça, c'est la cellule signal. Ça, c'est la cellule cible. Il y a… Il n'y a même pas de schéma. On est sur la diapo de principes généraux. vous n'avez pas de schéma, là? Non, on Oui, est madame. sur la diapo de principes généraux de communication cellulaire. Oui, c'est ça, oui. Qu'est-ce qui est écrit? C'est celle-là, vous êtes sur celle-là? On est sur les cellules doivent communiquer entre elles afin de pouvoir proliférer, se différencier. Et là, vous arrivez à voir une autre diapo? Non. C'est Si, pas madame, possible. كاين diapo. بالك problème de connexion ديالها. Ah, d'accord. Parce que bon, c'est vrai que ce matin, j'ai eu des difficultés à me connecter. C'est pour ça que je m'inquiète. Et là, vous arrivez à voir. Oui. Ah, voilà. Donc, écoutez, quand c'est un problème uniquement d'une seule personne, il faut essayer de régler le problème chez soi. Donc, les autres peuvent intervenir, hein, parce que là, on perd du temps. Donc, je poursuis. Donc là, ce premier type de communication, soit il se fait par l'intermédiaire
de jonctions intercellulaires communicantes de type GAP, vous l'avez vu en première année. Alors, par l'intermédiaire de ce type de communication, les cellules, elles peuvent échanger entre elles le contenu de leur cytoplasme. Donc, c'est un échange intercytoplasmique des petites molécules, d'accord, qui peuvent passer d'une cellule à l'autre. Alors, ce type de communication concerne également ou implique ce qu'on appelle des molécules d'adhésion localisées au niveau de la surface des cellules. Alors, ces molécules d'adhésion, elles assurent un contact direct avec l'extérieur. Pourquoi un contact direct alors qu'il y a un récepteur ou sur il y a une reconnaissance, etc. Donc, mais si n'importe quelle cellule, elle va se contacter مع هادية. Donc, c'est pas un contact Non, direct. bon, le schéma peut-être n'est pas clair. C'est pas, en fait, c'est pas un récepteur, hein, d'accord. C'est les gap junctions. Vous l'avez vu en première année. Peut-être qu'on n'a pas choisi le bon schéma, mais c'est des jonctions intercellulaires communicantes de type gap, d'accord. Là, on ne peut pas. On va voir. Bon, c'est vrai qu'on a fait de notre mieux. On va voir. Il y a d'autres petits. Alors, je ne me rappelle plus. Parce que je les ai laissés parce qu'on a supprimé certains schémas parce que là, on ne pourra pas finir. On a laissé que l'essentiel, d'accord? Donc, c'est des jonctions intercellulaires. C'est une communication par l'intermédiaire de jonctions communicantes de type GAP, d'accord? Et on va voir les récepteurs, à quel moment on parlera de, surtout, en fait, là, même là, c'est un récepteur, mais ce n'est pas comme le récepteur classique que nous allons voir par la suite. Alors, la communication, donc là, en fait, tout ça, vous l'avez vu normalement en première année. Là, je rappelle, c'est juste un rappel, un résumé de tout ce que vous avez vu précédemment. Et après, nous, on va rentrer dans les détails de ce qui nous intéresse. On entend mal, madame. J'ai dit, et là, vous m'entendez? Ça va? Donc, je disais par la suite, attendez. Alors, normalement, c'est bon, hein? Normalement, il y a... Alors, je reviens. Ensuite, vous avez la communication paracrine. La communication paracrine, alors les signaux qui va émettre le signal, elle est plutôt la cellule, elle est au milieu, et puis vous avez les cellules cibles, les target cells. Donc, il y a des signaux qui sont libérés dans le milieu extracellulaire pour agir localement sur des cellules voisines. Vous avez en C la signalisation synaptique. La signalisation synaptique, il s'agit donc de synapses. Il y a une libération de neurotransmetteurs au niveau des synapses. Et vous avez la signalisation endocrinienne. Il s'agit évidemment de la sécrétion d'hormones qui sont libérées dans la circulation sanguine et ces molécules-là signalent, elles seront captées par des cellules cibles et là, on parlera de récepteur qui reconnaîtra cette molécule signal. D'accord? Tandis que là, c'est juste un contact direct. Là, c'est une communication, on va dire, à distance, comme ce qu'on est en train de faire là. Alors, on parle également de communication autocrine. Alors, la communication autocrine, il s'agit donc de la même cellule, c'est-à-dire que c'est la cellule qui va libérer la molécule signal et cette molécule signal, elle va agir sur le récepteur de la même cellule. Donc, retour de la molécule signal sur la cellule sécrétrice. Alors, ce sont des régulateurs locaux qui diffusent. Alors, il s'agit donc le type de molécule signal qui fonctionne de cette manière-là. Ce sont les prostaglandines et vous avez également les cytokines.
Alors, la communication par écrit, donc je reviens à la communication par écrit pour voir la différence entre communication autocrine et communication par écrit. Donc, la communication par écrit, c'est une communication qui s'établit entre les cellules des tissus qui sont proches. Donc, vous avez la cellule sécrétrice qui va libérer donc des molécules signales. Donc là, c'est des vésicules de sécrétion qui vont sécréter donc ces molécules signales qui vont être captées par une cellule cible et il s'agit là d'un récepteur paracrit. Donc ces cellules-là sont situées dans l'environnement de la cellule qui a sécrété cette molécule signale. Là, un détail de la communication endocrine, c'est une communication entre tissus qui sont éloignés. Donc, la molécule signal qui est libérée par la cellule endocrine, donc c'est des cellules endocriniennes qui libèrent des hormones dans la circulation générale. Ces hormones-là vont être captées par des cellules par l'intermédiaire de récepteurs qui sont localisés au niveau de la membrane de ces cellules cibles. Et la communication juxtacrie, il s'agit d'une communication entre neurones et cellules cibles. Là, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à la neurotransmission. Voilà, donc là, c'est la différence entre la communication endocrine et la communication juxtacrie. Vous avez deux schémas qui vous montrent ce que c'est que la communication endocrine et la communication juxtacrie. Donc, madame, dans le premier cas, donc les cellules vont sécréter des molécules chimiques. Et par la suite, les molécules chimiques ils vont cibler certaines cellules, c'est ça? Oui, on parlera de molécules signales. Oui, tout à fait, c'est ça. On va voir par la suite des exemples plus concrets. D'accord? Là, on est en train de voir la différence ou les différents types de communication, tout simplement. Là, il s'agit donc de molécules qui sont libérées par des cellules cibles, c'est-à-dire des molécules qui sont libérées par des cellules cibles, des cellules sécrétrices qui sont loin de la cellule cible. Donc là, comment est-ce que ces cellules-là, elles vont communiquer? C'est la cellule A, B et C va libérer des molécules signales, comme les hormones, qui vont aller dans la circulation générale et après, les cellules cibles, elles ont des récepteurs spécifiques à ces molécules signales et elles vont les reconnaître, elles vont les capter. Alors, regardez, ce récepteur-là, il a une certaine conformation, donc il va reconnaître la molécule signale qui est sous forme d'un cercle. Celle-ci, c'est pas un cercle, c'est une autre molécule, d'accord, qui sera reconnue par ce type de récepteur. Et la cellule C', elle va reconnaître une autre molécule signale par l'intermédiaire d'un récepteur spécifique à cette molécule signale. Est-ce que c'est clair? Oui, madame, c'est clair, merci. J'ai répondu à votre question, ça va? Bon, ne vous affolez pas, hein, ça va être. Alors, il y a 38 participants, hein, d'accord? Là, c'est vraiment pas du tout sérieux de votre part, hein, surtout ceux qui n'assistent pas, d'accord? Et à la fin, s'il vous plaît, ne venez pas nous demander, rachetez-nous, madame. Ils nous harcèlent avec les emails, d'accord? Alors, quand on n'assiste pas à un cours, on n'accorde pas de l'importance au cours, on n'essaye pas de comprendre, je ne vois pas pourquoi, à la fin, vous venez supplier les enseignants pour vous racheter. Alors, s'il vous plaît, un peu de sérieux. Donc, vous transmettez à vos camarades qui ne sont pas présents. Alors, je continue. Alors, on va donner, donc on a parlé des différents types de communication. Là, maintenant, on va aller vers, si vous voulez, vers les détails de cette communication cellulaire. On va parler des différents acteurs de cette communication cellulaire. On va donner certains détails concernant chaque impliquant
dans cette communication cellulaire. Alors, vous avez les récepteurs ou les molécules qui vont recevoir cette information. Alors, les récepteurs sont des molécules. Donc là, les informations, je détaille un peu plus ce qui est écrit sur le diaporama. Donc, les récepteurs, ce sont des molécules spécialisées dans la reconnaissance de signaux. Ces récepteurs, on peut les retrouver soit à l'intérieur de la cellule ou à l'extérieur de la cellule. On va voir que c'est soit intracellulaire, c'est-à-dire c'est soit au niveau du cytosol ou bien au niveau du noyau, soit ils sont membranaires. Alors, ce qu'il faut également, le point qui est essentiel, c'est que ces récepteurs-là, ils sont spécifiques d'un signal. C'est ce que j'ai montré tout à l'heure au niveau de cette diapo. Regardez. Chaque molécule signale, elle va être reconnue par un récepteur qui lui est spécifique. D'accord? Regardez la forme de ce récepteur et regardez la forme de la molécule signal. Donc, sont spécifiques d'un ligand. C'est-à-dire que ces récepteurs ne vont reconnaître que le signal pour lequel ils sont présents. Alors, l'autre point, c'est que après l'interaction ou la liaison de la molécule signal sur le récepteur, il y aura une modification de la conformation du récepteur. Donc, l'énergie du signal ou la liaison du ligand modifie la structure du récepteur. Donc, il y aura, juste après l'interaction du ligand ou de la molécule signal avec son récepteur, cette interaction, elle sera suivie d'une modification de la structure du récepteur ou une modification de la conformation du récepteur. Le deuxième partenaire de cette communication, ce sont les ligands ou les molécules dont j'ai parlé tout à l'heure, les molécules signales. C'est quoi par définition? Ce sont des substances ou des molécules qui s'associent au récepteur avec une affinité élevée. Donc tout ça, je suis en train de parler des caractéristiques de cette interaction. Il y a l'affinité, il y a la spécificité, et tout ça, ce sont des points que vous allez revoir également en pharmacologie. Donc les substances ou ces ligands, ces molécules signales, ou le premier messager, donc là je donne à chaque fois des informations en plus, donc les termes qu'on utilise en signalisation, les ligands, les substances ou les molécules signales ou le premier messager, parce qu'on va voir par la suite qu'il y aura des seconds messagers. Donc, ces molécules s'associent au récepteur avec une affinité élevée. Alors, l'affinité de cette interaction, c'est que, de cette reconnaissance, c'est que l'interaction ligand-récepteur serait à la base de la réponse biologique ou de la réponse physiologique. C'est-à-dire, à la fin de toute cette communication, cette signalisation, ou à la fin de la transduction du signal, pourquoi je dis transduction du signal? Parce que la molécule signal qui sera reconnue par le récepteur ne va pas aller ou rentrer, surtout quand il s'agit de molécules hydrosolubles ou de molécules signal hydrosolubles, elle ne va pas rentrer dans la cellule, mais elle va communiquer une information. C'est-à-dire que la cellule, elle va traduire cette molécule signal en un langage qui sera compris par la cellule pour qu'à la fin, on obtient une réponse de la cellule, une réponse biologique. D'accord? Alors, je reviens à dire ce que j'ai dit tout à l'heure. Je rappelle que le ligand ou la molécule signal, elle peut être endogène ou exogène. L'agoniste, elle peut être un agoniste, réponse biologique du même type que le ligand endogène. Comme le ligand peut être également de nature antagoniste, c'est-à-dire qu'il s'associe au récepteur et bloque la réponse biologique. Là également, on va revoir ça en pharmacologie. Donc, endogène, c'est-à-dire que dans la cellule, on a des médiateurs
Si je prends par exemple le cas de l'insuline, le cas du glucagon, ce sont des molécules, on peut les avoir dans la cellule à l'intérieur de l'organisme, ils sont sécrétés par donc certaines cellules, et comme on peut les synthétiser, c'est-à-dire on parlera de ligands exogènes qui sont apportés, d'accord? Et agonistes, donc ils peuvent, agonistes, alors on peut synthétiser des molécules signal agonistes du récepteur, c'est-à-dire qu'il y aura la même structure que le ligand endogène ou que le médiateur endogène, donc la réponse biologique du même type que le ligand endogène. Et l'antagoniste, par contre, il va s'associer au récepteur et va bloquer la réponse biologique. Donc, un antagoniste du médiateur endogène. D'accord? Donc là, c'est des termes que nous allons revoir également en pharmacologie. Alors, on arrive maintenant aux différents types de récepteurs. Madame, s'il vous plaît, Oui, la oui. différence entre exogène et endogène, je n'ai pas compris bien. Est-ce que vous pouvez reprendre? Alors, j'ai donné un exemple très simple, l'insuline. Alors, l'insuline, Endogène, non, endogène, sur la cellule va sécréter des hormones, là, par exemple, comme l'insuline. Ben, voilà, exogène, ma femme, tu sais, c'est-à-dire je exogène. reviens toujours à l'insuline. Par exemple, les diabétiques. Les diabétiques qui sont insulinodépendants, qu'est-ce qu'on leur donne? Des injections. Oui, on leur donne de l'insuline. Cette insuline, elle n'est pas parce que cette personne-là, elle a un problème d'insuline. Elle ne sécrète pas suffisamment d'insuline pour réguler le taux de glucose dans le sang. Donc, on leur donne une insuline Des exogène. Voilà. D'accord. C'est ça, exogène, apporté. D'accord? Ah, Elle n'est- d'accord. D'accord? Madame, et J'ai compris. l'agoniste et l'antagoniste. Agoniste, c'est la molécule signal. Bon, là, c'est pas l'objet de ce cours parce qu'il y a toute une partie en pharmaco. Et je rappelle juste, je donne juste la définition. L'agoniste, il va se lier au récepteur, il va jouer le même rôle que le le médiateur interne. C'est-à-dire qu'on aura une réponse biologique. Tandis que l'antagoniste, il va bloquer l'effet du médiateur endogène. Donc, ils sont synthétiques. Oui, en Ils général, ne les sont pas antagonistes, naturels. oui, en général, des antagonistes, on peut les synthétiser. Exactement. On verra, j'ai dit que tout le détail, on le verra en pharmacologie parce que c'est tout un chapitre, d'accord? Mais là, rappelez-vous que agoniste, il aura le même effet que la molécule endogène, tandis que l'antagoniste, il va bloquer l'effet. D'accord? Il va bloquer la réponse biologique. Et on va voir que la fixation ne va pas se faire sur les mêmes sites. C'est ça qui est à l'origine de cet effet. Bon, maintenant, si on a le temps, une fois que j'aurai fini tout cela, je pourrais revenir à une des diapos de pharmaco qui va vous détailler tout cela. Mais comme on n'a pas le temps, donc là, on laissera cette partie pour la pharmacologie. D'accord? Ou bien la prochaine fois, je vous ramènerai un exemple plus concret pour comprendre tout cela. À la fin, on verra des exemples. D'accord? Et je rajouterai probablement un exemple plus concret pour vous montrer ce que c'est que l'effet d'un agoniste et l'effet d'un antagoniste. D'accord? Alors, les types de récepteurs. Donc là, en fait, je voulais rajouter également, je voulais attirer votre attention en ce qui concerne la signalisation. La signalisation, c'est un monde. Il y a plein de choses. Là, cette année, en L3, on donne quelques informations. C'est vraiment 10% peut-être de ce qui existe dans la signalisation. Et puis, en master, vous aurez un peu plus de détails pour certaines signalisations. Alors, les types de récepteurs. Alors, le signal, il va, en fait, comme vous le constatez ici, vous avez deux types. Soit on a des récepteurs cellulaires qui sont localisés au niveau
de la On membrane vous plasmique. On entend mal, madame. Alors, et Il n'y a pas de son. le deuxième type, c'est les récepteurs. Alors, ces récepteurs, est-ce que vous m'entendez? Non, madame. Non, non, madame, un peu. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Non, madame, on entend mal. Vous m'entendez? Madame, le son se coupe trop. Non, madame. Pardon? Vous m'entendez, s'il Non, madame. Ça se coupe beaucoup, madame. Non. Le son se coupe. Oui, oui, madame, maintenant, oui. Ah oui, parce que j'ai perdu la connexion. Là, aujourd'hui, je savais que c'était… Bon, dès que vous ne m'entendez pas, je ne sais pas. Alors, donc, je disais, est-ce que vous avez entendu ce que j'ai dit tout à l'heure? Vous avez des récepteurs membranaires et des récepteurs intracellulaires. Alors, les récepteurs membranaires concernent les molécules de nature hydrophile, donc ces molécules-là, en fait, elles ne peuvent pas traverser la membrane. Et vous avez les récepteurs intracellulaires. Les récepteurs intracellulaires pour les molécules hydrophobes. Donc là, il s'agit d'hormones stéroïdes, par exemple. Alors, ces molécules ou ces signaux hydrophobes vont traverser la membrane et vont pour retrouver leurs récepteurs qui sont localisés au niveau intracellulaire. Donc, il y aura formation d'un complexe ligand-récepteur qui va se fixer sur des séquences régulatrices de gènes cibles. Donc là, ce complexe récepteur-molécule-signal va se lier en amont de certains gènes dont l'expression sera modulée par ces molécules signal. Alors, par définition, c'est quoi un récepteur? Un récepteur, c'est une macromolécule qui est soit de nature protéique, glycoprotéique, voire même ganglioside pour les récepteurs au virus. Alors, le nombre de ces récepteurs est limité. C'est un nombre limité dans une cellule cible qui est capable de reconnaître spécifiquement cette molécule informative ou cette molécule signal. Donc, on va voir en pharmaco également par rapport au nombre limité des récepteurs qui existent au niveau de la membrane. En fait, dès que tous les récepteurs sont occupés, on obtiendra une saturation. D'ailleurs, vous allez voir en TD, dans le transport vésiculaire, si on a le temps de le faire, les figures ou les graphes qui vous montrent cette saturation. C'est-à-dire que dès que tous les récepteurs sont occupés, il y a un plateau qui sera formé. Alors, maintenant par rapport à la cellule, en fait, le devenir de la cellule. Alors, le devenir d'une cellule dépend de l'intégration des différents signaux. C'est-à-dire, là, on a ce qu'on appelle le réseau de traduction cellulaire, d'accord? Alors, soit suite à l'intégration donc de ces molécules signal, soit la cellule, elle va survivre, soit c'est une survie, soit, d'ailleurs, au début, j'avais dit que la division, la différenciation, l'organisation, etc., sont contrôlées par les interactions des cellules entre elles ou bien avec leur environnement. Donc, soit l'objectif où cette cellule, elle va intégrer toutes ces informations-là pour l'objectif, dans un objectif précis qui est la survie cellulaire, soit la division, soit la multiplication, soit la différenciation ou carrément la mort cellulaire. D'accord? Donc, cette cellule, elle va intégrer ces informations-là, soit pour survivre, bien pour se diviser,
ou se différencient ou carrément, il y a des signaux qui aboutissent à la mort cellulaire. Donc, on a une mort cellulaire par apoptose. Vous avez un deuxième type de mort cellulaire qui est la nécrose. Alors, vous êtes toujours là ou vous êtes absent? Non. Oui, madame, on est toujours Vous là. êtes toujours là. Est-ce que ça vous intéresse ou pas? Est-ce que vous comprenez ou pas? Est-ce que c'est pas intéressant? Oui, madame. Ça va, d'accord. Donc, vous avez, Dès qu'il donc, vous avez dit, madame, que donc, les différents signaux, soit ils vont aboutir à la différenciation de la cellule, ou là, ils vont provoquer à ce que la cellule pour se diviser, ou bien pour une apoptose, la mort de la cellule. C'est ça, madame? la cellule, chaque cellule, comment elle va intégrer ces signaux-là, d'accord? Soit, on va voir que il y a une certaine spécificité, c'est-à-dire que j'ai, par exemple, deux molécules signal, au niveau d'une cellule, elles vont agir d'une certaine manière, elles vont déclencher une certaine voie de signalisation, et sur une autre cellule, c'est une autre voie de signalisation. Donc, chaque voie de signalisation va aboutir à une certaine réponse physiologique. Soit elle va les intégrer pour la survie, ou comme vous l'avez si bien dit, ou la différenciation, ou la division, etc., ou la multiplication, ou carrément la mort cellulaire. D'accord? C'est ça ce que je veux dire. Alors maintenant, on va parler, donc là, on a parlé des deux grandes classes de récepteurs. Vous avez les récepteurs membranaires et les récepteurs intracellulaires. On va surtout s'attarder sur les récepteurs membranaires. Les récepteurs intracellulaires, bon, c'est, on passe dessus, hein, parce que ça ne fait pas partie vraiment du programme. Alors, mais on en parle un tout petit peu en biochimie cellulaire et on en reparlera un peu également en pharmaco. Parce que là, je suis en train de parler de pharmaco parce qu'il y a certaines informations, surtout la signalisation, dont vous aurez besoin en pharmaco. Donc, il faut bien intégrer ces informations parce que si vous ne comprenez pas ça, il y a des choses qui ont besoin de ces informations. Il y a des chapitres pharmaco qui ont besoin de ces informations pour que ce soit assimilé par les étudiants. Alors, on va donner la classification fonctionnelle des récepteurs membranaires. Alors, vous avez, comme vous le constatez ici, vous avez plusieurs classes. Donc, les récepteurs membranaires, on peut les classer en récepteurs canaux, récepteurs couplés à des canaux ioniques. C'est en anglais, d'accord? Récepteurs couplés à des canaux ioniques. Donc là, le récepteur est lui-même un canal, d'accord? C'est-à-dire que c'est la même structure qui va recevoir la molécule signal. Vous le voyez ici, la molécule signal qui est représentée en rouge. Dès que la molécule signal se fixe, se lie à ce récepteur canal, il y aura une ouverture du canal qui est localisée à l'intérieur de cette entité protéique ou moléculaire et vous aurez par la suite un échange ionique. Le deuxième ou la deuxième classe de récepteurs membranaires, c'est les récepteurs couplés aux protéines G. On va surtout s'attarder sur cette deuxième classe et également sur la troisième classe. Donc, les récepteurs couplés aux protéines G, alors là, vous avez trois partenaires. Donc, vous avez le récepteur qui est là, vous avez la protéine G qui est là, et vous avez l'effecteur. Donc là, j'introduis une autre information. L'information qui est la suivante, l'effecteur. Donc là, je suis en train de donner les différents partenaires de la voie de signalisation des récepteurs couplés aux protéines G. Donc, il y a un récepteur qui est impliqué, il y a le deuxième partenaire qui est la protéine G et un troisième partenaire qui est l'effecteur. Là, l'effecteur, on va voir qu'ils peuvent être
ils sont différents, d'accord? Là, il s'agit d'un effecteur enzymatique. Donc, ces trois partenaires-là, au repos, comme vous le constatez, ils sont séparés. Donc, vous avez le récepteur à part, vous avez la protéine G et vous avez l'effecteur. Dès que la molécule signale se lie au récepteur, donc là, je donne quelques informations, après je reprendrai en détail. Parce que là, il faut peut-être répéter pour que l'information soit bien acquise. Donc, la molécule signal qui est reconnue par le récepteur. Alors, si vous comparez ce récepteur à celui qui est au repos, vous remarquez qu'il y a une différence sur le plan conformationnel. Donc, dès que la molécule signal est reconnue par le récepteur, il y a un changement de conformation qui sera, si vous voulez, reconnu par la protéine G. Donc, on aura par la suite une activation de la protéine G. Et vous remarquez une chose, que cette protéine G, elle a 3 éléments. On va le voir par la suite. Donc, le récepteur, il active la protéine G. Ensuite, la protéine G, elle va activer l'effecteur. D'accord? Donc là, c'est ces 3 éléments qui sont activés après interaction de la molécule signal avec le récepteur. Ensuite, vous avez la 3e classe, c'est les récepteurs. Madame, Oui, vous m'avez fait peur. Oui, allez-y, oui. Madame, la J'ai- protéine G, elle va activer le récepteur. Non, le récepteur qui active la protéine G D'accord. Et l'effecteur, sera activé par la protéine G. d'accord. Récepteur qui active la protéine G et la protéine G qui active l'effecteur. D'accord. D'accord? Ne vous en faites pas, ça va être repris en détail. Le 3e, ce qu'il faut retenir là, c'est les 3 grandes classes de récepteurs membranaires. Le 3e type de récepteur, c'est les récepteurs à activité enzymatique. Alors, ces récepteurs-là, comme vous le remarquez ici, ils sont à l'état inactif, ils sont sous forme de monomères. Vous remarquez qu'ils ont un domaine catalytique. Ce domaine catalytique à l'état de repos, c'est-à-dire sans la molécule signal, ils sont inactifs. La molécule signal qui est sous forme de dimère se lie au récepteur qui a une activité catalytique ou qui possède un domaine catalytique, un domaine enzymatique. Après interaction de la molécule signal sous forme de dimère, il y a une dimérisation, c'est-à-dire les 2 monomères vont s'associer pour former un dimère. Et après, vous avez toute la cascade de signalisation qui va être déclenchée suite à l'interaction de la molécule signal avec son récepteur. Donc là, vous avez 2 cas de figure. Alors, vous avez ce premier cas de figure où le récepteur possède un domaine catalytique, et vous avez le 2e cas de figure, c'est que la molécule signal, après interaction avec le récepteur, elle va activer une protéine enzymatique qui sera associée au récepteur. D'accord? Est-ce que c'est clair? Donc, il y a 2 cas de figure. Soit c'est un récepteur qui a une activité catalytique, ou bien récepteur couplé à une enzyme qui a une activité catalytique. Donc là, les 2 cas de figure. Alors, si c'est clair, je passe. Donc là, je vais parler de chaque cas. Le cas A, le cas B et le cas C. Le cas A, on ne va pas dire grand-chose, c'est juste quelques informations. Celui qui doit être détaillé dans le programme, c'est celui-là, et dans un 2e temps, ce 3e cas, ou cette 3e classe de récepteurs membranaires. Donc, je vais donner quelques informations sur ce type de récepteurs, les récepteurs couplés au canaux ioniques, et ensuite, je détaillerai
ce deuxième cas. Alors, pour le premier cas, les récepteurs canaux. Alors, les récepteurs canaux, vous avez deux cas. Vous avez les récepteurs ionotropiques. Alors, ces récepteurs sont appelés également canaux ioniques à ouverture contrôlée par un neurotransmetteur. Alors, ce type de récepteurs, ils sont impliqués dans la transmission rapide des signaux dans la synapse. C'est-à-dire, ils sont impliqués dans la transmission synaptique. Alors, vous avez l'exemple de ce type de récepteur canaux que vous connaissez probablement, le récepteur canal de l'acétylcholine. Alors, le récepteur canal de l'acétylcholine, en fait, c'est une macromolécule qui est pentamérique, c'est-à-dire qui est composée de 5 sous-unités. Alors, vous avez de alpha, bêta, gamma, delta. Donc, l'acétylcholine, je crois que ça fait partie du programme, je ne sais pas, de la première année ou de la terminale. Je ne sais pas si vous le faites en terminale, en principe, avant, on le faisait. L'acétylcholine, c'est un neurotransmetteur qui est libéré dans la fente synaptique. Alors, en fait, il y a le calcium, quand il augmente, le calcium intracellulaire, quand il augmente, il déclenche l'exocytose de vésicules qui contiennent l'acétylcholine, qui va être libérée dans la fente synaptique. Et ensuite, la liaison de l'acétylcholine aux sous-unités alpha va entraîner un changement de conformation du récepteur et une ouverture, évidemment, du canal ionique qui va permettre la pénétration des ions sodium et la sortie du calcium. D'accord? Donc, molécule signal, j'ai pris l'exemple de l'acétylcholine, qui se lie au récepteur chimique. Mais la liaison de la molécule signal va se faire au niveau de la sous-unité alpha, pas toutes les sous-unités, d'accord? Ensuite, il y a un changement de conformation qui aboutit à l'ouverture du canal et l'échange ionique. Dans le cas du récepteur de l'acétylcholine, c'est une pénétration des ions Na+, et une sortie des ions potassium. D'accord? Donc là, vous avez quelques informations qui sont écrites sur la diapo. La fixation du ligand sur un site spécifique provoque une modification conformationnelle, ouverture du pore qui permet aux ions de traverser la bicouche lipidique et le signal se traduit par une modification de différence de potentiel induite par le flux ionique. D'accord? Là, vous avez après toutes les informations concernant la transmission synaptique. Donc, il y a une modification du potentiel d'action, vous avez une hyperpolarisation par la suite, une dépolarisation, hyperpolarisation, etc. Alors, le deuxième type, c'est les récepteurs métabotropiques. Alors, les récepteurs métabotropiques sont différents des récepteurs ionotropiques. Donc, les récepteurs métabotropiques, ils sont constitués d'une seule entité protéique qui possède évidemment 7 segments transmembranaires ou 7 régions transmembranaires. On va le voir par la suite que tous les récepteurs couplés à des protéines G, ils ont une structure particulière. C'est-à-dire qu'ils vont traverser 7 fois la membrane. Alors, les récepteurs, dans ce cas-là, des récepteurs métabotropiques, les récepteurs du
neurotransmetteurs sont séparés des canaux ioniques. Donc, vous avez le récepteur qui est à part et le canal ionique métabotropique est à part. Donc, le récepteur, c'est écrit, le récepteur du neurotransmetteur et les canaux ioniques sont séparés. Alors, l'activation du récepteur implique, pour que le canal soit activé, il y a un intermédiaire qui est impliqué, qui est la protéine G. Donc, le neurotransmetteur se lie au récepteur métabotropique qui va activer une protéine G qui, à son tour, active le canal ionique métabotropique qui va s'ouvrir et permettre l'échange des ions. Est-ce que c'est clair? Y a-t-il des questions, s'il vous plaît? Pas de questions? Donc, madame, une autre protéine va s'activer avec le canal métabotropique, c'est ça? Voilà. Alors que précédemment, c'est le même, c'est-à-dire que c'est la même structure. Le canal, le récepteur, il est en même temps canal. D'accord? Là, non. Là, vous avez le récepteur du neurotransmetteur qui est à part et le canal ionique qui est à part. Donc, pour que le récepteur active le canal, il y a une implication d'une protéine intermédiaire. D'accord? Donc, vous avez la protéine G. Ensuite, on peut avoir une protéine effectrice qui va activer le canal. D'accord? Donc là, vous avez des éléments intermédiaires qui sont impliqués pour activer le canal et permettre son ouverture. Voilà. Je peux poursuivre, s'il vous plaît. Alors, on va parler donc, maintenant des récepteurs couplés aux protéines G. Alors, les récepteurs couplés aux protéines G, en fait, ils constituent la famille la plus nombreuse. Alors, c'est une cible de signaux très variés. Alors, ces signaux peuvent être soit des amines biogéniques, par exemple la noradrénaline, la dopamine, l'histamine, l'acétylcholine, etc. En fait, ces signaux peuvent être également des aminoacides ou des ions, comme le glutamate qui est un acide aminé, vous avez le calcium, vous avez le GABA, etc. Ils peuvent être aussi de nature lipidique, comme par exemple le facteur activateur des plaquettes, le lysoacide phosphatidique, le LPA, les leucotriènes, etc. Ils peuvent être de nature peptidique ou protéique, donc les exemples sont là, comme ils peuvent être en fait, soit de l'odorat, soit une lumière, des endorphines, des cannabinoïdes, etc. Donc là, vous constatez que toute une classe, plusieurs signaux qui sont très variés, des signaux qui sont très variés, qui peuvent activer les récepteurs couplés aux protéines G. D'accord? Donc là, light, c'est lumière ou photon. D'accord? Photon. Vous avez le cas de la rhodopsine des bâtonnets. Ils peuvent être du calcium ou bien des peptides, des protéines, des lipides ou des amines. D'accord? Donc, tout ça, ce sont des molécules signales qui peuvent activer des récepteurs couplés à des protéines G. Alors, si j'attire votre attention en ce qui concerne, par exemple, les cannabinoïdes, donc là, ce sont des composés, en fait, exogènes. Là, si je reviens au terme que j'ai utilisé tout à l'heure, donc ce sont des composés exogènes. D'accord? Si je prends le cas, par exemple, des aminoacides ou des acides aminés, c'est des molécules endogènes. Par exemple, l'acétylcholine, l'adrénaline, la noradrénaline, la dopamine, l'histamine, tout ça, c'est des molécules qui sont endogènes.
Et il y a certaines que nous pouvons synthétiser. D'accord? Est-ce que c'est clair par rapport à toute cette panoplie de molécules signal qui sont à l'origine de l'activation des récepteurs couplés aux protéines G? Alors maintenant, la fixation donc, de ce premier messager, là il s'agit d'un premier messager de la molécule signal, des molécules signal qui jouent le rôle de premier messager. Donc la fixation du premier messager sur la partie extracellulaire du récepteur va entraîner évidemment un changement de conformation du récepteur qui sera suivi d'une interaction avec une protéine G. Cette protéine G qui sera activée à son tour. Alors, vous avez des flèches là. Ces flèches-là, qu'est-ce qu'elles veulent dire? Elles veulent dire que cette protéine G qui est composée de 3 sous-unités alpha, bêta et gamma, après activation, la sous-unité alpha va se dissocier des 2 sous-unités bêta-gamma. Alpha, donc là vous avez, on va voir qu'il y a plusieurs classes de protéines G. Classes qui seront distinguées, sous-classes, qui seront distinguées par la sous-unité alpha. Donc là, c'est alpha I, alpha Q, alpha S, alpha 12. Et chaque sous-unité alpha, elle va activer des effecteurs. Alors, pour la alpha I, donc, elle va moduler l'activité de l'allélyl cyclase. Donc là, dans ce cas-là, c'est une inhibition. Donc, on aura une inhibition de la synthèse de l'AMP cyclique. On va voir le détail par la suite. L'effecteur peut être également des canaux ioniques, des phosphodiesterase ou des phospholipases. Là, c'est les effecteurs de la protéine GQ. Et là, le complexe bêta-gamma va également activer d'autres effecteurs. Ils ne sont pas les mêmes que ceux-là. Le complexe bêta-gamma peut activer les canaux ioniques, la PI3 kinase, la PLC-bêta, peut également activer l'adénylate cyclase ou les adénylyl cyclases. Parce qu'avant, j'insiste sur ce point, avant, on ne savait pas, on pensait que le complexe bêta-gamma qui est dissocié de la protéine G n'a aucun rôle. Mais en fait, là, par la suite, les dernières années, on a découvert, on a démontré que ce complexe bêta-gamma qui est dissocié de la protéine G joue également un rôle dans certaines voies de signalisation. Donc, à l'issue de tout cela, on a à la fin les réponses biologiques. Donc là, il s'agit, donc tout ça va aboutir, par exemple, à la régulation, une activation de certains facteurs de transcription qui vont réguler l'expression de certains gènes qui sont à l'origine de la prolifération, de la différenciation, la survie, l'angiogénèse, l'hypertrophie, le cancer, etc. D'accord? Donc ça, c'est les différentes réponses biologiques qui sont obtenues suite à pas mal de voies de signalisation qui vont être décrites par la suite. C'est-à-dire, on va choisir certaines voies de signalisation que nous allons décrire. Nous n'allons pas décrire toutes les voies de signalisation, mais on va cibler certaines voies de signalisation. Il y a des questions, s'il vous plaît? Oui, madame. S'il vous plaît, Oui. E1, E2, E3, elles représentent la protéine G ou jouer le rôle d'un récepteur E1, E2, qui par la suite, attendez, doucement. E1, E2 et E3. voilà, elle représente la protéine G Non, qui va jouer le rôle d'un récepteur. non, ça c'est le récepteur. Hein. Vous voyez la petite flèche là, le curseur là est-ce que vous arrivez? Oui, ça, Oui, ce qui est en bleu là, c'est le récepteur. oui, madame. Le récepteur qui a 7
on va voir la structure par la suite. Il a 7 segments transmembranaires. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. D'accord? Alors ça, c'est des hélices alpha. C'est la représentation conventionnelle d'une hélice alpha au niveau de la membrane. Et ça, c'est les boucles qui relient les segments transmembranaires. Vous avez E1, E2, E3, c'est les boucles exposées vers le milieu extracellulaire. Et L1, I1, I2, I3, c'est les boucles intracellulaires. D'accord? Et là, vous avez l'extrémité interminale. Là, c'est l'extrémité C-terminale. Ce que vous avez là, en violet, c'est la protéine G. D'accord? Oui, madame. Voilà. Ensuite, votre question, la suite de votre question. Donc, madame, par la suite, la vitamine, la protéine G, elle va détacher une partie de cette protéine, elle va détacher les bêta-gamma. Ensuite, elle va... La protéine G, je vais le reprendre par la suite. La protéine G est composée de 3 sous-unités. D'accord? Vous avez alpha, bêta, gamma. Une fois qu'elle est activée par le récepteur, vous avez la alpha qui se dissocie de bêta-gamma. D'accord? Oui, madame. Bêta-gamma, elle va activer des effecteurs et alpha, elle activera d'autres effecteurs. C'est clair? D'accord, madame. Oui, c'est clair, madame. Merci. Je vous en prie. Alors maintenant, donc là, j'ai donné une vue globale. Alors, je ne sais pas si vous remarquez, je donne, donc je détaille un point et je donne une vue globale de toute la voie de signalisation. Et après, je vais détailler chaque élément. Alors, le premier élément que je vais détailler, c'est le récepteur. Le récepteur couplé aux protéines G, ou ce qu'on appelle RCPG, ou le récepteur 7-TMS. Pourquoi 7-TMS? Parce qu'il est composé de 7 segments transmembranaires. Donc, en fait, c'est une seule chaîne polypeptidique, comme c'est écrit. Cette chaîne polypeptidique, cette seule chaîne polypeptidique, elle traverse 7 fois la membrane. L'hélice 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 et la 7. Donc, 7 segments transmembranaires sous forme d'hélice alpha. Donc, c'est 7 segments transmembranaires, autrement dit, 7 hélices alpha. Alors, ce récepteur, il est orienté comment? Vous avez l'extrémité interminale qui est du côté extracellulaire. L'extrémité C-terminale, elle est du côté intracellulaire. D'accord? Alors, au niveau de la partie extracellulaire, vous avez le site de fixation du ligand. Au niveau de la partie intracellulaire, vous avez des sites de phosphorylation. Plus des sites d'ancrage. D'accord? Alors, à ce niveau-là, donc la protéine G va s'ancrer. Donc, la troisième boucle intracellulaire, c'est elle qui va permettre le couplage avec la protéine G. Alors, remarquez une chose, là, donc, quand on avait parlé, on avait expliqué le chapitre protéines, on avait dit que certaines protéines, elles sont ancrées à la membrane par l'intermédiaire de lipides, donc ce qu'on appelle un ancrage lipidique. Donc, en fait, à ce niveau-là, vous avez l'extrémité C-terminale qui est également ancrée à la membrane par l'intermédiaire d'un lipide. Alors, je récapitule. Donc là, après, je donnerai la suite.
Donc, l'extrémité C-terminale, elle est localisée du côté cytosolique. D'accord? Du côté cytosolique, nous retrouvons des sites de phosphorylation. Ces sites de phosphorylation, on va voir par la suite qu'ils jouent un rôle dans la désensibilisation des récepteurs. Alors, la protéine, l'autre point, c'est que cette protéine, elle est acylée par un acide gras au niveau de la partie C-terminale. Donc, cet acide gras, il peut être de l'acide palmitique. Donc, on peut avoir un ou deux acides palmitiques qui sont fixés par une ou deux cystéines adjacentes. Ces acides gras, ils associent l'extrémité C-terminale à la membrane. L'autre point que j'ai cité tout à l'heure, ça concerne la boucle C3. La boucle C3, elle est également impliquée dans l'interaction avec les protéines G. Donc, il n'a pas d'activité, le récepteur n'a pas d'activité catalytique et il va transmettre le signal par l'intermédiaire de protéines G qui va activer des enzymes, en général des effecteurs. Ces effecteurs-là vont produire ou synthétiser des seconds messagers qui vont réguler l'activité d'autres enzymes ou canaux. Et on aura par la suite le déclenchement d'une réponse cellulaire. Donc, en conclusion, ce que nous pouvons dire, c'est que le mécanisme de signalisation, il est d'abord basé dans un premier temps sur la formation complexe ligand. Madame, on vous entend pas, le son se coupe trop. Madame, le son, معناش نسمعوك. Vous voyez la diapo? Oui, madame. Très bien. Oui, madame. Alors, qu'est-ce que vous n'avez pas entendu? Est-ce que vous avez entendu le signal qui est capté par le récepteur? Ensuite, il sera propagé et par la suite, on aura plusieurs voies de signalisation ou voies transductionnelles qui sont activées. Alors, les différentes voies transductionnelles activées, c'est soit la voie de la PLC, donc couplage à la PLC, qui induit la cascade des phosphoinositides. Et vous avez, à l'issue de l'activation de cette voie, vous avez des seconds messagers comme le DAG, l'IP3 et le calcium. Après, vous avez la voie de la PLA2, la voie de la PLD et la voie de la dénylate cyclase. Donc, on verra toutes ces voies de signalisation. Bon, c'est pas grave, je vais les reprendre par la suite. Donc, ça, je l'ai expliqué. Maintenant, je vais donner les trois principales sous-familles des récepteurs couplés aux protéines G. Alors, vous avez la famille 1A, la famille 1B et la famille 1C. La famille 1A, donc c'est quoi la différence entre ces trois sous-familles? C'est que la A, elle a le domaine de liaison des ligands se situe au niveau des segments transmembranaires. C'est pour cela que tout à l'heure, je n'ai pas insisté sur le site de liaison du ligand, d'accord? Parce que vous avez plusieurs cas. Soit il y a la famille 1A où le domaine de liaison des ligands se situe au niveau des segments transmembranaires. La famille 1B, le domaine de liaison est formé par le domaine aminoterminal et les boucles extracellulaires, d'accord? Et vous avez le haut des segments transmembranaires.
Et la dernière famille, la famille 1C, le domaine de fixation implique des acides aminés de l'extrémité amino-terminale et les boucles E1 et E3, évidemment, qui ne sont pas visualisées au niveau de cette représentation. D'accord? Alors, les protéines G. Alors, pour les protéines G, donc j'ai parlé du récepteur, maintenant je vais parler de la protéine G. Alors, je donne les détails de chaque élément et ensuite on verra les différentes voies de signalisation. Alors, pour les protéines G, vous avez deux types de protéines G. Vous avez la protéine G monomérique, c'est les petites protéines G. Alors, ces petites protéines G, elles sont évidemment très nombreuses, vous en avez plusieurs. C'est quoi leur rôle? Elles sont impliquées dans la régulation du cycle cellulaire, le réarrangement du cytosquelette, sont également impliquées dans le trafic vésiculaire, c'est-à-dire le trafic cellulaire de vésicules membranaires, et elles sont impliquées également dans le contrôle de la synthèse protéique. D'accord? Et vous avez donc les autres implications, par exemple la survie cellulaire, la différenciation. Vous avez la deuxième classe de protéines G, c'est les protéines G hétérotrimériques, celles qu'on vient de citer au niveau des récepteurs couplés aux protéines G. Donc, il s'agit des protéines G hétérotrimériques. Ces protéines G hétérotrimériques, elles sont localisées où? Je ne sais pas si vous avez vu le schéma, vous avez remarqué qu'ils sont sous-membranaires. Elles sont localisées du côté cytoplasmique et elles jouent un rôle où elles sont impliquées dans la transduction du signal. Alors, ces protéines G, elles sont composées de 3 sous-unités. Vous avez la sous-unité alpha, la sous-unité bêta et la sous-unité gamma. Ces sous-unités, elles sont d'une manière non covalente, parce que si c'était covalent, elles ne pourraient pas se dissocier. Donc, l'association qui relie ces différentes sous-unités, c'est une association non covalente. Alors, on parle d'interrupteurs moléculaires des voies de signalisation. Ces protéines G, elles passent par un état actif et un état inactif. Le passage d'un état vers un autre, est-ce que c'est clair ou pas? Pas de question? Alors, je donne les détails de ces protéines G trimériques. Comme vous le voyez, vous Madame, avez s'il les vous plaît, 3 vous pouvez expliquer sous-unités. la protéine G et hétérochromique. Oui, oui. Vous pouvez expliquer la protéine G hétérochromique. Oui. La protéine G, c'est pas concernant les sous-unités ADMA qui vont s'associer entre elles de manière non convalente. Par la suite, vous avez dit que la protéine G sont des intérêts. Vous voulez allumer, vous allez vous voulez C'est éteindre, un vous éteignez. intermédiaire qui nous C'est-à-dire permet que, de... Voilà. donc, parce que là, en fait, la voie de signalisation, quand elle est déclenchée, après, elle ne va pas rester tout le temps active. D'accord? Il y a un retour à activer ces protéines G. On va voir comment elles sont activées. Elles vont activer tout ce qu'il y a en aval. D'accord? Et le retour, il y a un retour à l'état de repos. À l'état de repos, ça veut dire que ces protéines G, elles vont retrouver. D'accord? On va voir, on va réexpliquer par la suite comment on passe d'un état actif vers un état inactif. Alors, je donne les détails concernant la structure 39 à 46 kilodaltons. Donc là, il s'agit de la alpha S, parce que j'ai dit il y a plusieurs sous-familles. La sous-unité alpha, c'est elle qui, donc à l'état de repos, comme vous le voyez là,
échanger son GDP contre le GDP. Donc, c'est sous-unité alpha Il n'y a pas de son. fixe le principe de son molécule. Oui, Il n'y a pas de son, madame. Madame, on vous entend pas. Du tout, madame. Du tout, on vous entend pas. en S, vous avez, oui, alors, Madame, il n'y a pas de son. il n'y a pas le son. Madame, ni son, ni diapo. On voit pas et on n'entend pas. Alors, vous ne voyez pas, vous n'entendez pas. Je reprends. Non, madame, دوكا نسمعوا فيك. Le diapo, certes, il n'y a pas un diapo, mais دوكا نسمعوا فيك. Photo de Semaofia. Et là, il y a la diapo. Il y a la diapo. Oui, madame, دوكا. D'accord. Je vais vous envoyer, vous savez ce qu'on va faire, je vais vous envoyer après le diaporama. Comme ça, même s'il n'y a pas la diapo, vous allez pouvoir suivre. Bon, j'espère qu'il y aura là. Alors, donc là, je disais qu'il y a cette grande diversité due aux sous-unités alpha. D'accord? Donc là, je n'ai pas cité toutes les sous-unités, mais j'ai cité que quelques-unes. Vous avez la G alpha S. Alors, l'effecteur impliqué ou l'effecteur primaire, c'est l'adénylate cyclase. La G alpha S, elle active l'adénylate cyclase. Le second messager qui est synthétisé, c'est l'AMP cyclique. L'effecteur secondaire, c'est la protéine kinase A. Alors, l'effet biologique qui est obtenu suite à cette voie de signalisation, c'est des phosphorylations. On va voir qu'il y a des phosphorylations de protéines qui vont être activées et on verra par la suite la finalité, c'est quoi dans certaines cellules, certaines régulations ou la régulation de certaines voies métaboliques. La G-alpha-I, c'est une inhibition, elle est responsable de l'inhibition de l'adénylate cyclase. Là, les phosphorylations, elles sont diminuées. La G-alpha-Q, elle est responsable de l'activation de la phospholipase C-bêta. Le second messager synthétisé suite à cette voie ou à cette activation, c'est l'IP3. L'effecteur secondaire, ça peut être une ouverture de canaux calciques qui vont permettre la sortie du calcium à partir du réticulum endoplasmique. L'effet biologique, activation de PKC et des phosphorylations. Vous avez le deuxième second messager qui est synthétisé suite à cette voie de signalisation, c'est le DAG. Effecteur secondaire, c'est une activation de PKC, CA2+ dépendante. Vous avez l'effet biologique, c'est des phosphorylations. Alors, je poursuis, s'il vous plaît. J'espère que vous m'entendez, que vous voyez le diaporama. Voilà ce que je viens de dire. Donc là, alpha I, alpha Q, alpha S, et vous avez également la alpha 12. D'accord? Je ne l'ai pas cité précédemment. Alors, les protéines G trimériques, comment est-ce qu'elles fonctionnent? Je vais expliquer ce schéma parce que vous allez l'utiliser en TD. Alors, les protéines G trimériques, elles, donc là, à l'état inactif, elles sont reliées l'une à l'autre. Vous avez la alpha, la bêta et la gamma. Le ligand, donc, il se lie au récepteur. Un récepteur à 7 segments transmembranaires. Vous aurez une activation de la protéine G. Cette activation, donc j'explique d'une manière globale et ensuite je passe aux détails de la diapo. Donc, ces trois sous-unités, à l'état de repos, elles sont liées l'une à l'autre. À l'état de repos, la sous-unité alpha, elle est liée au GDP. Après liaison de la molécule signal ou interaction de la molécule signal avec le récepteur,
vous aurez une activation de la protéine G. Cette activation, elle est, si vous voulez, comment vous la palpez, vous remarquez qu'il y a un échange du GDP contre le GTP. D'accord? À la place du GDP, vous aurez du GTP. La sous-unité alpha, elle se dissocie des deux sous-unités bêta-gamma. Alpha, GTP, elle va activer des effecteurs et le bêta-gamma activera d'autres effecteurs. Est-ce que c'est clair ou pas? Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? Madame, s'il vous plaît, vous pouvez répéter, je n'ai pas compris. Oui, parce que là, c'est important. Alors, je vais expliquer au niveau de ce petit schéma qui est à votre droite. D'accord? Alors, vous avez là un récepteur à l'état inactif. D'accord? Ce récepteur à l'état inactif et vous avez une protéine G à l'état inactif. La molécule signal, dès qu'elle est là, elle va interagir avec le récepteur. L'interaction avec le récepteur va aboutir à la modification de la conformation du récepteur qui va activer une protéine G. La protéine G à l'état de repos, elle a sa sous-unité qui est liée au GDP. Quand la protéine G elle est activée, il y a le départ du GDP qui sera remplacé par le GTP. Donc, à la place du GDP, vous aurez du GTP. Et c'est là qu'on parle de sous-unité alpha activée. Donc, la différence entre la sous-unité alpha active et une sous-unité alpha inactive, c'est la présence du GDP dans la sous-unité alpha inactive et la présence du GTP au niveau de la sous-unité alpha active. Et vous avez également une différence au niveau de la conformation. À l'état inactif, elle a une certaine conformation et à l'état actif, elle a une autre conformation. Donc, la sous-unité alpha, elle est séparée du complexe bêta-gamma actif et alpha actif. La sous-unité alpha active, elle va activer des effecteurs et les deux sous-unités bêta-gamma actives vont activer d'autres effecteurs. Donc là, c'est mentionné sur le diaporama une activation. Au niveau de l'activation, il y a un échange du GDP en GTP. Cet échange maintenant, il est favorisé par un facteur qu'on appelle le GEF. Le GEF, qui veut dire guanosine nucléotide exchange factor. D'accord? Facteur qui favorise l'échange du GDP contre le GTP. L'inactivation ou le retour à l'état inactif va se faire suite, donc tout à l'heure j'ai parlé d'interrupteur, l'inactivation va se faire suite à l'hydrolyse du GTP en GDP. Ce retour à l'état inactif ou cette hydrolyse, il est favorisé par un autre facteur qu'on appelle le facteur GAP. Vous voyez, il fonctionne dans ce sens. Le retour à l'état inactif. Donc, il va favoriser l'activité GTPasique de la sous-unité alpha. GAP veut dire GTPase Activating Protein. D'accord? Donc, GAP, il favorise le retour à l'état de repos. Il va activer l'activité GTPasique de la sous-unité alpha. Tandis que le GEF, il favorise l'état actif de la sous-unité alpha. Donc, il va favoriser l'échange du GTP contre le GDP. Donc, RGS, c'est Regulator of G-Protein Signaling, accélère l'activité GTPasique de la sous-unité alpha. Est-ce que c'est clair?
Oui, madame, c'est clair, merci. Je vous en prie. Donc là, alors il y a, en fait, ces sous-unités, les différentes classes de protéines G, elles ont été découvertes grâce à des toxines. Alors, je prends l'exemple de la toxine colérique. La toxine colérique, la CTX, elle est responsable d'une activation irréversible de la G-alpha-S. Alors, la toxine du choléra, elle agit comment? Elle agit par ADP, ribosylation de sous-unité Madame, le son. alpha-S, c'est-à-dire la sous-unité Il n'y a pas de son, madame. alpha de la donc il y a un blocage de Madame, on vous entend pas. de On vous entend mal, madame. la sous-unité alpha Madame, 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 pas de son. معلش نسمع. donc on aura une stimulation permanente de l'adénylatecyclase et quand on a une stimulation permanente de Madame. l'adénylatecyclase, oui, il n'y a pas de son. oui, il n'y a pas de son. Oui, Ça veut dire que vous ne l'avez pas entendu. rien, madame. Oui, Rien. madame. Et pas de diapo Rien aussi. du tout. Ça fait 3 minutes ou là à peu près madame là 4 minutes 3 minutes هكذاك ما 5 كنتش minutes نسمعوا. ولا 7 minutes. ولا. Alors là, le diapo, vous voyez la diapo. Vous voyez la diapo ou pas? Oui, maintenant, oui. Mais Alors, اسمعنا vous والو. m'entendez? Je reprends cette diapo. Oui, merci. madame. اللي Je قبله la madame, non? Anna? Oui, je vous entends, allez-y. Oui, je vous écoute. Oui? Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? مدام سي vous plaît هاد لو ديابو كي كنتي تفهمينا فيه دونك ما كناش نسمعوا راح لو سون دونك vous pouvez reprendre madame. D'accord, je reprends. Donc, cette diapo, d'accord? Donc là, je suis Oui. en train de parler de la toxine colérique, la toxine du choléra, d'accord? La toxine du choléra, on la retrouve, en fait, vous avez la bactérie, une bactérie qu'on appelle Vibrio cholerae, qui colonise l'intestin. Elle colonise l'intestin, on la retrouve au niveau de l'intestin et elle provoque ce qu'on appelle un désordre intestinal qui est caractérisé par une forte diarrhée et qui aboutit à une déshydratation sévère. Pourquoi? À cause d'une excrétion importante de liquide digestif par les cellules de l'intestin grêle. Alors maintenant, comment elle agit cette bactérie? Elle agit par sa toxine, la toxine qu'on appelle la toxine colérique ou la CTX. Cette CTX, c'est un pentamère dans lequel la sous-unité B, elle va former un anneau qui entoure la sous-unité A. Alors tout ça, c'est des détails. Maintenant, comment elle agit? Madame, il n'y a pas de son. D'accord? Cette sous-unité A, elle pénètre dans le sous-sol. Je voulais juste que vous compreniez comment elle agit. Donc, la toxine du choléra, elle agit par dépéribosylation. Madame, il n'y a Alors, pas de c'est son. un dépéribosylation.
Oh là là, mais c'est pas possible. Comment ça, il n'y a pas de sang? Oui, madame, ça se coupe encore une fois. Et là, il y a du sang, là, vous avez? Alors, vous m'entendez? Et comme ça, vous Oui, on m'entendez? vous entend maintenant. D'accord. Je Madame, finis cette diapo. Oui? veuillez Allez-y. répéter la sous-unité A, etc. Dès ce point. Bon, c'est pas grave, ça c'est du détail. Je parlais du comment agir, vous pouvez le trouver n'importe où. Comment elle agit cette toxine. Cette toxine, c'est un pentamère, d'accord? Qui est composé de sous-unité B et sous-unité A. Alors, la toxine, quand elle se lie au ganglioside GM1, elle sera activée par clivage protéolytique. Et vous aurez un fragment qui sera libéré, et c'est celui-là qui va pénétrer dans le cytosol et qui va agir par ADP ribosylation. Vous m'entendez là? Est-ce que vous m'entendez? Oui? Oui, maintenant, on vous entend. Voilà. Donc, va agir par ADP ribosylation. Donc, ce que je veux que vous compreniez, c'est les conséquences de cette ADP ribosylation. Donc, par ADP ribosylation, cette ADP ribosylation Madame, il n'y a pas de son. va inhiber Madame, GTP. Madame, Donc, elle le sera son. tout le temps active. Mais écoutez, c'est pas possible. Je pense, madame, il faut s'arrêter ici et ensuite on va terminer la prochaine séance. Non, Oui, on madame. coupe le son, oui, alors, Oui, madame, c'est vite. mieux. Alors, donc la prochaine fois. Allez, bon courage.